Chapitre 3. Le père Terrier était un homme instruit. Non seulement il avait étudié la théologie, mais il avait lu les philosophes. Et il s'occupait accessoirement de botanique et d'alchimie. Il avait quelque confiance dans son esprit critique. Certes, il ne serait pas allé, comme d'aucuns, jusqu'à mettre en question les miracles, les oracles, ou la vérité des textes de la Sainte Écriture. Même si à strictement parler, il ne pouvait s'expliquer avec la seule raison, ou même la contredisait carrément plus d'une fois. Ce genre de problème, il préférait ne pas s'en mêler. Il les trouvait trop inquiétants, et n'y aurait gagné que de sombrer dans l'insécurité et l'inquiétude les plus inconfortables. Alors que justement, pour se servir de sa raison, on avait besoin de sécurité et de quiétude. Mais ce qu'il combattait de la façon la plus résolue, c'était les idées superstitieuses du populaire, sorcellerie et divination par les cartes, pratique des amulettes, mauvais œil, formules magiques et cérémonie de la pleine lune. Bref, tout ce qui se faisait dans ce genre. C'était bien affligeant de voir que de telles coutumes païennes n'étaient toujours pas extirpées après plus d'un millénaire de ferme établissement de la religion chrétienne. De même, la plupart des cas de prétendue possession démoniaque et de pacte avec le diable se révélaient, quand on y regardait de plus près, n'être qu'un fatras de superstition. Ni l'existence même de Satan et mettre en doute sa puissance, Terrien ne serait pas allé aussi loin. Pour trancher de tels problèmes, touchant au fondement de la théologie, il y avait d'autres instances compétentes qu'un simple petit moine. D'un autre côté, il était bien évident que lorsqu'une personne simple comme cette nourrice prétendait avoir découvert un phénomène démoniaque, le diable ne pouvait certainement pas y être. Pour quoi que ce soit. Le fait même que cette femme ait cru le découvrir était une preuve certaine qu'il n'y avait là rien de diabolique. Car enfin, le diable ne pouvait faire la bête au point de se laisser découvrir par la nourrice Jeanne Bussy. Et avec le nez, en plus. Avec le rudimentaire organe de l'odorat, le moins noble de tous les sens. Comme si l'enfer sentait le soufre et le paradis l'encens et la myrrhe. Superstition détestable comme aux époques les plus noires du paganisme antique. Quand les hommes vivaient encore comme des bêtes, qu'ils n'avaient pas encore des yeux perçants, et qu'ils ne connaissaient pas les couleurs mais croyaient pouvoir sentir le sang. Qu'ils s'imaginaient distinguer, à l'odeur l'ennemi de l'ami, se sentaient reniflés par des loups-garous et des ogres gigantesques, flairés par des araignées, et qu'ils faisaient griller aux pieds de leur dieu abominable des victimes puantes et fumantes. Quelle horreur! Le fou voit avec son nez, dit-on, plus qu'avec ses yeux, et sans doute faudrait-il que la raison qui nous a été donnée par Dieu brille encore pendant un autre millénaire, avant que ne soient chassés les derniers restes des croyances primitives. Et ce pauvre petit enfant, cet être innocent, il est là, couché dans son panier, et il sommeille. Il n'a aucune idée des répugnantes soupçons qu'on nourrit à son égard. Tu ne sentirais pas comme doivent sentir les enfants des hommes, à ce que prétend cet effronté. Eh bien, que faut-il en penser? Guili guili. Et il balançait doucement le panier sur ses genoux, en caressant du doigt la tête du nourrisson et en disant de temps à autre guili guili. Expression dont il pensait qu'elle avait sur les petits enfants un effet tendre et apaisant. Il paraît que tu devrais sentir le caramel. Quelle absurdité. Au bout d'un moment, il retira son doigt, le porta à son nez, renifla, mais ne sentit rien d'autre que la choucroute qu'il avait mangée à midi. Il hésita un instant, s'assura que personne ne pouvait l'observer, souleva le panier et y plongea son gros nez. Il le promena au ras du petit crâne, à tel point que les maigres cheveux roux de l'enfant y chatouillaient les narines, et chercha à aspirer quelque odeur.
Il ne savait pas trop quelle odeur devait avoir une tête de nourrisson. Certainement pas l'odeur de caramel, bien sûr, car enfin, le caramel était du sucre fondu. Et comment voudriez-vous qu'un nourrisson, qui n'a jamais bu que du lait, sente le sucre fondu? Il aurait pu sentir le lait de nourrice, mais il ne sentait pas le lait. Il aurait dû sentir les cheveux et la peau, et peut-être un peu de la sueur d'enfant. Et Terrier, de renifler, s'apprêtant à sentir une odeur de peau, de cheveux et de sueur d'enfant. Mais il ne sentait rien. Avec la meilleure volonté du monde, rien. C'est vraisemblablement qu'un nourrisson ne sent rien, pensa-t-il. Ça doit être ça. Un nourrisson, pour peu qu'on le tienne propre, n'a pas à sentir, pas plus qu'il n'a à parler, à marcher ou à écrire. Ce sont des choses qui ne viennent qu'avec l'âge. À strictement parler, l'être humain n'exhale une odeur que quand il est pubère. C'est ainsi et pas autrement. Horace, déjà, n'écrivait-il pas: l'éphèbe sent le mal, et la Vierge, en s'épanouissant, dégage le parfum du narcisse blanc. Et les Romains s'y entendaient. L'odeur humaine est toujours charnelle, donc toujours une odeur de péché. Comment, par conséquent, voudrait-on qu'un nourrisson ait une odeur, lui, qui n'a pas même connu en rêve le péché de la chair? Comment voudrait-on qu'il sente? Rien du tout. Il avait reposé le panier sur ses genoux et le berçait doucement. L'enfant dormait toujours profondément. Son poing droit dépassait de la couverture, petit et rouge, et se crispait parfois contre sa joue de façon attendrissante. Salut White. Merci pour le follow. Terrier sourit, et tout d'un coup, se sentit tout à son aise. L'espace d'un moment, il s'accorda la permission de rêver qu'il était lui-même le père de l'enfant. Il n'aurait pas été moine, mais un bourgeois normal, un brave artisan peut-être. Il aurait pris femme, une femme toute chaude fleurant, le lait et le coton. Et avec elle, il aurait fait un fils. Et il serait en train de le bercer sur ses propres genoux. Son propre enfant, Gilly Gilly. Il se sentait bien cette idée. C'était une idée qui était tellement dans l'ordre. Un père berce son fils sur ses genoux. C'est une image aussi vieille que le monde. Et tant que le monde existerait, ce serait une image neuve et juste. Et oui, Terrier en avait le cœur tout réchauffé et l'âme tout émue. C'est alors que l'enfant s'éveilla. Son réveil débuta par le nez. Son petit bout de nez bougea, se retroussa et renifla. Ce nez aspirait l'air et le rejetait en courtes bouffées qui ressemblaient à des éternuements inachevés. Puis le nez se plissa et l'enfant ouvrit les yeux. Ses yeux étaient d'une couleur mal définie, à mi-chemin entre un gris d'huître et un blanc crémeux et opalin. Il semblait voilé d'une sorte de taie vitreuse, comme si manifestement il n'était pas encore apte à voir. Terrier eut l'impression que ses yeux ne le percevaient pas du tout. Il en allait tout autrement du nez, tandis que les yeux sans éclat de l'enfant louchaient dans le vague, le nez paraissait fixer un but précis. Terrier eut le sentiment très étrange que ce but, c'était lui, sa personne. Terrier lui-même. Les minuscules ailes de ses minuscules narines, au milieu du visage de l'enfant, se dilataient comme une fleur qui éclot, ou plutôt comme les corolles de ces petites plantes carnivores qu'on voyait dans le jardin botanique du roi. Et comme de ces plantes il en émanait une aspiration inquiétante, il semblait à Terrier que l'enfant le regardait avec ses narines, l'examinait sans complaisance, plus implacablement qu'on ne saurait le faire avec les yeux. Qu'il engloutissait avec son nez quelque chose qui émanait de Terrier, sans que celui-ci pût le retenir ni le dissimuler. Cet enfant sans odeur
passait impudemment en revue ses odeurs à lui. Terrier, c'était bien cela. Il le flairait des pieds à la tête. Et Terrier, tout d'un coup, se trouva puant la sueur et le vinaigre, la choucroute et les vêtements sales. Il eut le sentiment d'être nu et laid, livré au regard de quelqu'un qui le fixait sans rien livrer de soi-même. Cette exploration olfactive paraissait même traverser sa peau et le pénétrer en profondeur. Les sentiments les plus délicats, les pensées les plus sales, étaient nus. Devant un petit nez goulu, qui n'était pas encore vraiment un nez, mais tout juste une protubérance, un minuscule organe à deux trous qui ne cessait de foncer, de s'écarquiller et de frémir. Terrier frissonna. Il était saisi de dégoût. C'était à son tour maintenant de tordre le nez, comme sur quelque chose de malodorant, avec quoi il ne voulait rien avoir à faire. Plus trace de l'idée séduisante qu'il aurait pu s'agir de sa propre chair et de son sang. Évaporer l'idylle touchante du papa et de son fils, et d'une mère pleurant bon. Arracher en somme ce rideau de pensées douillettes qu'il avait tissé pour s'y blottir avec l'enfant. C'était un être étranger et froid qu'il avait là sur les genoux, un animal hostile. Et s'il n'avait été d'un caractère aussi posé et aussi régi par la crainte de Dieu et par les lumières de la raison, il l'eût jeté au loin comme une araignée dans un accès de dégoût. Terrier se dressa tout d'un coup et posa le panier sur la table. Il voulait se débarrasser de cette chose, si possible vite, si possible sans tarder, et si possible à l'instant. Et voilà que la chose se mit à crier. Plissant les yeux, l'enfant ouvrit tout grand son gosier rose et se mit à émettre des cris si affreusement perçants que le sang de Terrier se figea dans ses veines. Le bras tendu, il secoua le panier en criant « Guili guili » pour faire taire l'enfant. Mais celui-ci n'embrailla que plus fort encore, et son visage devint tout bleu, comme s'il allait éclater à force de brailler. Il faut s'en débarrasser, songea Terrier. Se débarrasser immédiatement de ce laid-dire diable. Mais se ressaisit et se retint de ce petit monstre de cet enfant insupportable. Mais qu'en faire? Il connaissait une douzaine de nourrices et d'orphelinats dans le quartier. Mais tout cela était trop proche à son goût, trop près de sa peau. Il fallait que cette chose file bien plus loin, assez loin pour qu'on ne l'entende plus, pour qu'on ne puisse plus d'un moment à l'autre le remettre devant sa porte. Il fallait autant que possible, la caser dans une autre paroisse, de préférence sur l'autre rive, et mieux encore, extra-muros. Dans le faubourg Saint-Antoine, mais oui, voilà. C'est là qu'irait ce petit braillard, bien loin à l'est, de l'autre côté de la Bastille, et des portes dansantes qu'on fermait à la nuit tombée. Et se retroussant sa soutane, Terrier empoigna le panier qui hurlait et fila à travers le fouillis des ruelles, gagna la rue du faubourg Saint-Antoine, la remonta vers l'est jusqu'à sortir de la ville. Pour trouver bien loin de là la rue de Charonne, qu'il suit presque jusqu'au bout, et là, près du couvent de Saint-Madeleine de Tronel, il alla frapper chez une certaine Madame Gaillard, dont il savait qu'elle prenait des petits pensionnaires de tout âge et de toutes sortes. Pourvu qu'il se trouvât quelqu'un pour payer, et c'est là qu'il déposa l'enfant, qui criait toujours, et ayant payé 1 an d'avance, il s'enfuit de nouveau vers la ville, où une fois rentré dans son couvent, il s'arracha ses vêtements, comme s'il avait été souillé, se lava des pieds à la tête, et se réfugia dans le lit de sa petite chambre, où il fit maint signe de croix, pria longuement et finit par s'endormir soulagé. Je m'arrête pas de bailler, punaise. N'hésite pas à me dire Cora si jamais il y a un souci au niveau du son, etc. Chapitre 4. Madame Gaillard, quoiqu'elle n'eût pas encore 30 ans, avait déjà sa vie derrière elle.
Extérieurement, elle faisait son âge. Et, en même temps, elle avait l'air 2 ou 3 ou 100 fois plus vieille, comme une momie de jeune fille. Et intérieurement, elle était morte depuis bien longtemps. Lorsqu'elle était encore une enfant, son père lui avait flanqué un coup de pique-feu sur le front, juste au-dessus de la base du nez. Elle en avait perdu l'odorat, mais aussi tout sens de la chaleur humaine, et de la froideur humaine, et du reste de toute passion. La tendresse du même coup était devenue tout aussi étrangère que la répulsion, et la joie aussi étrangère que le désespoir. Elle n'éprouva rien, quand plus tard un homme la prit, et rien non plus quand elle eut ses enfants. Elle ne s'affligea pas plus de ceux qui moururent que ne se réjouit de ceux qui lui restèrent. Lorsque son mari la battait, elle ne bronchait pas, et elle n'éprouva non plus nul soulagement quand il mourut du choléra à l'autel Dieu. Les 2 seules sensations qu'elle connut, c'était que son humeur s'assombrissait très légèrement à l'approche de sa migraine mensuelle, et qu'elle s'aiguillait à nouveau très légèrement quand la dite migraine passait. À part cela, cette femme était morte. Elle ne ressentait rien. D'un autre côté, ou peut-être précisément à cause de cette totale absence d'émotion, Madame Gaillard avait un sens implacable de l'ordre et de la justice. Elle n'avantageait aucun des enfants qui lui étaient confiés. Elle n'en défavorisait aucun. Elle distribuait 3 repas par jour, et pas la moindre bouchée de plus. Elle langeait les petits 3 fois par jour, et seulement jusqu'à leur 2e anniversaire. Après, celui qui faisait encore dans sa culotte recevait une gifle, sans aucune remontrance, et un repas de moins. Sur le prix des pensions, elle consacrait exactement la moitié à l'entretien des enfants, et gardait exactement l'autre moitié pour elle. Elle ne cherchait pas à augmenter son bénéfice quand les denrées étaient bon marché, mais quand les temps étaient durs, elle n'allongeait pas un sol de plus, même si c'était une question de vie ou de mort. L'affaire n'aurait plus été rentable. Elle avait besoin de cet argent. Elle avait fait ses comptes avec précision. Pour ses vieux jours, elle voulait acheter une rente, et de plus, avoir de quoi mourir chez elle au lieu de crever à l'hôtel Dieu, comme son mari. En elle-même, la mort de cet homme ne lui avait fait ni chaud ni froid, mais cette agonie publique, partagée avec des centaines d'inconnus, lui faisait horreur. Elle entendait s'offrir une mort privée, et pour ce faire, elle avait besoin de toute la marge que lui laissaient les pensions. Il y avait certes des hivers où sur 2 douzaines de petits pensionnaires elle en perdait 3 ou 4, c'est tout de même nettement moins encore que chez la plupart des nourrices privées, et infiniment moins que dans les grands orphelinats publics ou religieux, dont le taux de perte était souvent de 9 sur 10. Au demeurant, les trous étaient vite bouchés. Paris produisait annuellement plus de 10 000 enfants trouvés, bâtards et orphelins. De quoi oublier bien des pertes. Pour le petit Grenouille, l'établissement de Madame Gaillard fut une bénédiction. Il est vraisemblable qu'il n'aurait pu survivre nulle part ailleurs. Mais là, chez cette femme sans âme, il prospéra. Il était bâti à chaux et à sable. Quand on avait comme lui survécu à sa propre naissance au milieu des ordures, on ne se laissait pas facilement bousculer et prendre sa place en ce monde. Il était capable de vivre pendant des jours de soupe claire et de se nourrir du lait le plus étendu d'eau, de supporter des légumes les plus pourris et la viande la plus avariée. Au cours de son enfance, il survécut à la rougeole, à la dysenterie, à la petite vérole, au choléra, à une chute de 6 mètres dans un puits, et à une brûlure à l'eau bouillante de toute sa poitrine. Certes, il en garda des cicatrices, des crevasses et des escarres, ainsi qu'un pied quelque peu estropié, qui le faisait boiter, mais il vécut. Il était aussi dur qu'une bactérie résistante, et aussi frugal qu'une tique accrochée à un arbre et qui vit d'une minuscule goutte de sang qu'elle a rapinée des années plus tôt. Son corps n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements.
Son âme n'avait besoin de rien. Les sentiments de sécurité, d'affection, de tendresse, d'amour, et toutes ces histoires qu'on prétend indispensables à un enfant, l'enfant grenouille, n'en avait que faire. Au contraire, il nous semble qu'il avait lui-même résolu de n'en avoir rien à faire dès le départ, tout simplement pour pouvoir vivre. Le cri qui avait suivi sa naissance, ce cri qu'il avait poussé sous l'étal, signalant son existence et envoyant du même coup sa mère à l'échafaud, n'avait pas été un cri instinctif réclamant pitié et amour. Un cri délibéré, on dirait pour un peu mûrement délibéré, et par lequel le nouveau-né avait pris parti contre l'amour et pourtant pour la vie. Il faut dire que, étant donné les circonstances, celle-ci n'était d'ailleurs possible que sans celui-là, et que si l'enfant avait exigé les deux, il n'aurait certainement pas tardé à périr misérablement. Il est vrai que sur le moment, il aurait aussi bien pu choisir la seconde possibilité qui s'offrait à lui. Se taire et passer de la naissance à la mort sans faire le détour par la vie, épargnant du même coup au monde et à lui-même quantité de malheurs. Mais pour s'esquiver aussi modestement, il lui fallut un minimum de gentillesse innée, et Grenouille ne possédait rien de tel. Il était dès le départ abominable. S'il avait choisi la vie, ça avait été par pur défi et par pure méchanceté. Il va de soi qu'il n'avait pas choisi comme le fait d'un être adulte. Mettant en œuvre son expérience et sa plus ou moins grande raison pour se décider entre deux options distinctes. Il avait tout de même choisi de façon végétative, comme un haricot qu'on jette et qui choisit de germer, ou bien préfère y renoncer. Ou encore comme la tique sur son arbre, à laquelle pourtant la vie n'a rien d'autre à offrir qu'une perpétuelle hibernation. La petite tique toute laide, qui donne à son corps couleur de plomb, la forme d'une poule afin d'exposer le moins de surface possible au monde extérieur, qui rend sa peau dure et sans faille pour ne rien laisser filtrer, pour qu'il ne transpire absolument rien d'autre d'elle au dehors. La tique qui se fait délibérément petite et terne pour que personne ne la voie et ne l'écrase. La tique solitaire, concentrée et cachée dans son arbre, aveugle, sourde et muette, tout occupée pendant des années à flairer sur des lieux à la ronde le sang des animaux qui passent et qu'elle n'atteindra jamais par ses propres moyens. La tique pourrait se laisser tomber. Elle pourrait se laisser choisir choir sur le sol de la forêt et sur ses si minuscules petites pattes se traîner de quelques millimètres dans un sens ou dans l'autre pour se disposer à mourir sous une feuille. Et ce ne serait pas une perte, Dieu sait. Mais la tique butée, bornée et répugnante, reste embusquée, et vit et attend. Attend jusqu'à ce qu'un hasard extrêmement improbable lui amène le sang juste sous son arbre, sous la forme d'un animal. Et c'est alors seulement qu'elle sort de sa réserve, se laisse tomber, se cramponne, mord et s'enfonce dans cette chair inconnue. Une tique comme cela, voilà ce qu'était l'enfant grenouille. Il vivait refermé sur lui-même, attendait des temps meilleurs. Au monde, il ne donnait rien que ses excréments. Pas un sourire, pas un cri, pas un regard brillant, pas même sa propre odeur. Toute autre femme aurait rejeté cet enfant monstrueux. Madame Gaillard, non. Car elle ne sentait pas qu'il ne sentait rien. Elle ne s'attendait pas de sa part à quelques émotions, puisqu'elle avait elle-même l'âme hermétiquement scellée. Les autres enfants, en revanche, sentirent tout de suite ce qu'il en était de Grenouille. Dès le premier jour, le nouveau les mit mal à l'aise. Ils s'écartèrent de la caisse où il était couché et serrèrent leurs lits les uns contre les autres, comme s'il avait fait plus froid dans la chambre. Les plus jeunes criaient parfois la nuit. Ils avaient l'impression qu'un courant d'air traversait la pièce. D'autres rêvaient que quelque chose leur coupait la respiration.
Une fois les plus âgés se mirent d'accord pour l'étouffer, ils entassèrent sa figure des chiffons des couvertures de paille et coincèrent le tout avec des briques. Lorsque Madame Gaillard le dégagea, le lendemain matin, il était tout fripé, aplati et tout bleu, mais pas mort. Il se reprirent plusieurs fois en vain, quand elle l'étranglait carrément, en lui serrant le cou de leurs propres mains, ou à lui obturer la bouche ou le nez. Ce qui aurait été une méthode plus sûre. Il n'osait pas. Il ne voulait pas le toucher. Il leur répugnait, comme une grosse araignée qu'on ne veut pas écraser à main nue. Quand il grandit, ils renoncèrent à leur dessein meurtrier. Sans doute s'était-il rendu à l'évidence. On ne pouvait l'anéantir. Au lieu de cela, il l'évitait, le fuyait, se gardait en tous les cas de le toucher. Il ne haïssait pas. Il n'était pas non plus jaloux de lui. Il ne lui enviait ce qu'il mangeait. De tels sentiments n'avaient pas lieu d'être dans la maison Gaillard. Simplement, le fait qu'il fût là les dérangeait. Il ne pouvait pas le sentir, et il avait peur de lui.